Alors, est-ce que c'est une personne, vous connaissez tous les positions diverses, le CCNE dit que c'est une personne potentielle, avec tous les risques que ça peut comporter, une personne en devenir pour certains, là c'est une définition que je trouve très très bien, puisque nous sommes tous en devenir, nous serons tous différents ce soir que nous sommes ce matin. Il y en a qui sont pour une personne en fonction du regard des autres. Singer, on dit que la personne n'a pas d'importance, que c'est la dignité qui a de l'importance et que la dignité est liée aux capacités. Donc un animal qui a des capacités a plus de valeur et doit avoir plus de respect qu'un être humain qui a peu de capacités. Un chien d'aveugle mérite plus de respect qu'un patient trisomique 21, par exemple. Et puis, bon, le principe de précaution, quand même, qu'on invoque beaucoup dans de multiples circonstances, et bien, si on ne sait pas ce que c'est, le principe de précaution, c'est quand même de se dire, on prend la précaution et on doit le considérer comme un être humain. Et la position de l'Église là-dessus est très ferme et très claire, c'est que l'embryon doit être considéré comme un être humain dès le départ. Alors là, tout à l'heure, tu dois le parler, alors là, j'ai un problème avec le... Voilà. Tu viens de parler du problème donc de la réalité de l'AMP. Alors je vous lis un email que j'ai reçu il y a 4 ans maintenant, mais qui était assez stupéfiant. Il est tel quel. J'ai pas retiré un mot, j'ai pas ajouté un mot, j'ai retiré que la signature. Maman d'une petite fille de 3 mois conçue par fécondation in vitro, je pense sans cesse aux 8 autres embryons congelés. N'ayant pas d'autre projet parental et n'arrivant pas à me résoudre quant à leur destruction, je ne sais quelle décision prendre. Quelles sont les lois concernant ces embryons ? Je souhaiterais également savoir si ces embryons suspendus dans le temps vieillissent, ont-ils l'âge de la conception ? L'équipe médicale qui nous a permis de réaliser notre souhait est absente pour toutes ces questions. Je vous remercie de votre aide. Et vous vous rendez compte, là, cet email reprend mais tout un tas de questions. D'emblée, elle considère que, bien évidemment, il y en a 8 autres au congélateur. Elle ne considère pas que c'est rien. Elle pense sans cesse à ses enfants qui sont congélateurs. Ce ne sont pas des amas de cellules. Elle n'a pas d'autre projet parental, elle avait 22, 23 ans et elle vivait avec un homme qui avait 50 ans, donc il ne voulait pas avoir d'autres enfants. Mais en même temps, elle ne peut se résoudre à la destruction, se rendant bien compte que ce n'est pas n'importe quoi. Alors elle se tourne vers la loi, et puis elle voit bien que la loi, ça lui propose rien de satisfaisant. Alors elle revient à ses embryons, elle dit, mais comment vont-ils ? Est-ce qu'ils sont malades ? Est-ce qu'ils sont en bonne santé ? Et puis elle repart en cherchant des réponses. L'équipe médicale, est-ce que vous pouvez nous aider ? Et l'équipe médicale ne peut pas l'aider, et elle appelle au secours. Et je trouve que cet email résume d'une manière extraordinaire le drame de l'AMP. Et bien évidemment, avant, la femme n'avait pas pu se poser ces questions. Alors souvent, on dit, on parle de la question des jumeaux, et on dit, comment le zygote peut être une personne dès le début, alors que ça peut être des jumeaux. Donc là, il y a un problème qui est en effet une question, mais à laquelle la biologie a des réponses, et je vais vous en donner une. D'abord, cet argument, c'est un argument casuistique, et on sait bien ce que valent les arguments casuistiques. C'est comme ça régulièrement que l'on fait qu'on essaie de faire avancer un certain nombre de choses. Pour l'euthanasie, il y a eu l'affaire Imbert, pour l'avortement, il y a eu le procès de Bobigny, etc., etc. On peut se poser la question si la vraie gémellité n'est pas d'origine génétique, parce qu'il y a un gène de la gémellité, et donc on peut se poser la question, mais on ne le sait pas chez l'homme. Il y a un gène de la gémellité, on le connaît chez le tatou. Le tatou, c'est un petit mammifère d'Amérique centrale, la maman tatou a une particularité, c'est qu'elle a que des vrais jumeaux. Donc si elle a une portée, par exemple, à 8 petites jumelles ou 8 petits jumeaux, et donc chaque portée, c'est comme ça, c'est tous des vrais jumeaux. Alors, comme c'est de la casuistique, je vais répondre par la casuistique, et la réponse, c'est les siamois. Les siamois, ils peuvent être un organisme unique en étant 2 personnes. Et si vous allez sur Internet, recherchez Abigail et Brittany, vous avez des vidéos, vous avez tout ce que vous voulez. C'est extraordinaire. C'est 2 petites filles qui maintenant sont plus petites, puisqu'elles ont 18 ans, que vous voyez là. Et donc, elles sont 2 personnes. Elles ont les 2 bras. Si vous pincez le bras de droite, c'est Abigail qui dit aïe. Si vous pincez le bras gauche, c'est Brittany. Elles sont capables de se synchroniser complètement. Elles jouent au basket, elles conduisent, elles font du vélo. Et en même temps, elles sont capables d'écrire chacune des textes différents, chacune avec la main de son côté. Donc elles ont à la fois un seul organisme et 2 personnes. Et les Américains considèrent que c'est réellement 2 personnes, ça, il n'y a pas de problème, puisque ils leur ont fait passer 2 fois le permis de conduire, une fois pour Abigail et une fois pour Brittany, comme il se doit.
Et vous voyez, là c'est quand elles étaient jeunes, on voit la synchronisation qu'il y a. Elles sont en train de lasser leurs chaussures, et vous voyez toutes les deux portent l'attention, et ensemble, elles lassent leurs chaussures, et je vous dis, elles jouent au basket, ainsi de suite. Donc voilà, un seul organisme et deux personnes, la nature fait quelquefois des choses qui sont dramatiques, parce qu'il est évident que pour ces jeunes filles de 18 ans, les problèmes sont dramatiques, mais cela peut arriver. Donc voilà, c'est un homme, celui qui doit devenir un homme, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps, qui n'est plus très respecté, c'est du IIe siècle avec Tertullien. Juste pour terminer, la recherche sur l'embryon, alors très très rapidement, on a parlé l'embryon est mis en cause dans tout un tas de choses, bien sûr dans l'interruption médicale de grossesse, dans l'interruption volontaire, dans l'interruption médicale de grossesse qui peut avoir lieu jusqu'au terme, il faut le rappeler. Il y a le DPI dont on nous a parlé tout à l'heure, le bébé médicament. Moi j'ai calculé que le bébé médicament, la consommation, pour employer un terme abominable, la consommation d'embryons est de l'ordre d'une centaine d'embryons au moins pour pouvoir avoir une naissance. Donc c'est absolument considérable. Le diagnostic prénatal, les mères porteuses, la recherche en embryologie, et les recherches sur les cellules souches, bien entendu, avec les recherches sur les cellules souches embryonnaires et le clonage qui est dit thérapeutique. Et pour terminer, je voulais juste vous montrer une diapositive qui résume un peu tout le drame de la recherche sur l'embryon. On a un petit vieux qui dit « Je suis mort en attendant que la recherche sur l'embryon me trouve un traitement, et toi ?» Et l'autre qui répond « J'étais l'embryon ». Et là-dessus, on peut se rappeler la phrase de Jean-Paul II au chapitre 99 d'Evangelium Vitae qui a été reprise par la suite, mais qu'il a quand même dit sur le fait que il parlait aux mères qui avaient eu un avortement, et en leur disant qu'il fallait qu'elles prient le Seigneur et qu'elles demandent pardon à leur embryon qui était lui aussi devant le Seigneur. Donc Jean-Paul II considérait vraiment que dès le début, l'embryon était devant le Seigneur. Voilà, ça c'est une écho-3D, une échographie 3D qui vous montre qu'on arrive à faire des images remarquables, et c'est un petit embryon qui vous dit au revoir. Merci beaucoup, docteur. Merci à nos deux intervenants qui à la fois ont repris donc l'état des lieux de la procréation de substitution, pour reprendre l'expression de Monseigneur Bruguès, mais pas seulement dans une froide question de statistiques, mais aussi en abordant les difficultés psychologiques à la fois des personnes, que ce soit ceux qui désirent être parents, que ce soit les équipes médicales, et puis cette présentation très claire, on vous écouterait pendant des heures, sur donc ces tout premiers stade du développement embryonnaire. Donc, vous avez une personne qui est parmi vous, qui a un micro, et la parole donc est à ceux qui veulent intervenir pour poser des questions sur les deux sujets qui ont été abordés. Merci de faire des interventions concises et de poser des questions. Merci docteur. Vous avez parlé de la congélation des ovocytes. J'ai entendu dire que déjà quelques enfants étaient nés à partir d'ovocytes congelés qui avaient été fécondés. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que c'est juste une rumeur? Est-ce que vous savez s'il y a des publications sur le sujet? Parce que la congélation des ovocytes, quand même, dans le contexte actuel où pour l'instant il n'est pas question de remettre en cause la fécondation in vitro, permettrait au moins d'éviter de congeler des embryons si on réussissait à congeler des ovocytes. Donc c'est quand même ça porte pas, ça remédie pas à tout définitivement, mais enfin provisoirement ce serait déjà le moyen de limiter l'accroissement du stock des embryons. Alors oui, il y a eu quelques naissances. Le système, si vous voulez retrouver la source des choses sur Internet, en général ils emploient le terme vitrification des ovocytes, ce qui permet de rechercher. Il y a déjà eu des grossesses, mais ceci dit, pour le moment, la perte d'ovocytes est plus importante que la perte d'embryons. Donc, si vous voulez, la consommation d'ovocytes est plus importante que, j'emploie ce terme de consommation qui est vraiment très, très épouvantable, mais enfin c'est un peu ça, que la consommation d'embryons. Mais c'est possible. Oui, pour rebondir sur la vitrification des ovocytes, il y a eu les auditions qui sont menées par la mission parlementaire actuellement ont montré que les Italiens, par exemple, qui ont l'interdiction de congeler les embryons, font de la vitrification d'ovocytes,
Mais le problème, c'est que en France, il faudrait qu'il y ait évidemment dans la loi l'interdiction de congélation d'embryons et la vitrification ovocytaire. Sinon, on aurait un flux à la fois d'embryons et d'ovocytes qui pourraient alimenter après les filières de dons d'ovocytes, de clonage scientifique, etc. C'est vraiment un problème compliqué.